Éric Morillo, bienvenue chez Livre Noir. Merci. Vous êtes le fondateur de l'émission Les Incorrectibles, qui a fait les grandes heures des week-ends de Sud Radio, qui est désormais donc une chaîne YouTube indépendante. Vous êtes aussi donc l'animateur et le présentateur de Bistro Liberté chez TV Liberté. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois de Albert Londres, le pape français du journalisme, qui déclarait, je cite, « Notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, il est de porter la plume dans la plaie. » Est-ce que vous êtes d'accord avec Albert Londres ? Là, ce serait dur de ne pas être d'accord avec lui, non. Plus que ça, ouais, je suis à 120% d'accord avec lui. Notre rôle, c'est d'être des passeurs, mais des passeurs de tous les plats, y compris des plats qui peuvent paraître au début un petit peu difficiles à digérer. Et je pense que c'est le rôle, en effet, d'un journaliste, et plus encore d'un journaliste en France, de donner la parole à toutes les opinions. Et on a parfois l'impression que certains médias ont oublié ce qui devrait être l'éthique de leur métier, quoi. Et vous, comment adaptez-vous cette citation au quotidien ? Alors, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que beaucoup de gens me reprochent les opinions de mes invités, ce qui est quand même assez ubuesque dans le sens où justement les gens ont tendance à confondre l'opinion d'un invité avec celui qui lui pose des questions. Exemple, vous, je vous connais pas, vous me posez des questions, je vous suspecte pas a priori d'être d'accord avec ce que je dis, mais vous me donnez la possibilité de vous parler et d'exprimer mon opinion. Donc c'est quelque chose qui devrait être naturel, mais qui pour beaucoup ne l'est pas. Et donc, en effet, on m'a souvent reproché d'avoir les opinions que mes invités ont. Or, rien, absolument rien, dans mes actes, dans mes écrits, ne peut justifier que je sois étiqueté d'ailleurs d'un camp ou d'un autre. Alors évidemment, il y a quelques personnes qui ont fait des statistiques, des fact-checkers autoproclamés qui sont amusés à voir qui je recevais et en fonction de ça, d'en déduire peut-être la ligne éditoriale de mon média, parce que bon, c'est une chaîne YouTube, mais c'est quand même un petit média, en tout cas, qui maintenant fait presque autant que la moyenne au quart d'heure moyen d'un média d'information d'une chaîne info, le matin par exemple. Qui fonctionne très bien avec 180 000 abonnés ? Ouais, c'est ça, on approche bientôt les 200 000, donc c'est plutôt pas mal, ouais, en à peine plus d'un an de mise en ligne. Et en effet, ouais, les audiences de certaines de mes émissions rivalisent parfaitement avec des audiences d'émissions de télé. Donc, il y avait une sorte de mépris vis-à-vis des médias alternatifs qui commence à un petit peu s'évaporer parce que finalement, aujourd'hui, les gens se rendent compte que l'auditoire, l'audience, en plus d'émissions sur Internet, est beaucoup plus captif. Et contrairement à la télévision, vous pouvez regarder en étant en train de faire votre vaisselle. En général, quand vous regardez une émission sur Internet, c'est que vous êtes vraiment devant votre iPad, votre iPhone, plus beaucoup devant votre télévision d'ailleurs. Donc ça devrait aussi remettre en question pas mal de médias traditionnels. Donc oui, pour revenir à ce que vous disiez au départ, il y a des gens qui ont voulu, en fonction des différents profils à qui je donnais la parole, m'étiqueter, me cantonner, et à des positions que je ne partage pas nécessairement. Et donc, ouais, ça m'amuse parce que bon, je vais même pas leur faire de la pub. Ces fact-checkers autoproclamés, voilà, qui eux sont tout sauf ce qu'ils disent être. C'est-à-dire que tout est parti pris dans leurs opinions, tout est parti pris dans leurs analyses, tout est parti pris dans leurs écrits. Et donc, moi, ça m'amuse parce que je les boxe un peu sur Twitter. C'est l'espace où on m'a demandé récemment, on voulait m'interviewer. Et j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais je réponds qu'il y a des médias que je juge objectifs. Et quand je ne réponds pas à des médias objectifs, je leur dis, on joue à armes égales. Venez me poser des questions en public sur Twitter et puis j'y répondrai volontiers. Et là, en général, ils sont un peu plus discrets. Et ils posent moins de questions en public, quoi. Donc... voilà, si c'est pour répondre à une interview pendant 1h30 et puis d'en avoir que 2 lignes retenues à la fin, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc non, moi je donne la parole pour revenir à la citation que vous citiez
d'Albert Londres, bah oui, je me reconnais pleinement dans cette expression parce que c'est pour moi le fondement, le rôle de tout journaliste que de donner la parole à tout le monde, y compris à des gens dont ils ne partagent pas nécessairement l'opinion. Par exemple, là, j'ai reçu récemment Kémy Séba. On peut difficilement me suspecter, a priori... de panafricanisme. Ouais, et qui, voilà, est pas forcément dans le profil classique des gens que je recevais depuis... D'ailleurs, je l'avais déjà reçu, c'était la seconde fois. Et voilà, il est reçu par personne. Je trouvais que c'était normal de lui redonner la parole, d'autant plus qu'il sortait un nouveau livre. Il m'a contacté, il était de passage à Paris pour venir me donner l'exclusivité de sa première interview. J'étais ravi. Après, ça ne veut pas du tout dire que je partage les opinions de Kémy Séba. Et ça n'empêche pas le respect, d'ailleurs, ça aussi. Justement, on va en savoir un petit peu plus sur vous. Vous l'aurez compris, durant cet entretien, nous allons échanger principalement sur les médias français, leur rôle, la censure, l'autocensure, notamment sur des sujets sensibles comme l'Ukraine et le Covid. Merci à tous nos fidèles auditeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à commenter, liker, partager cette vidéo. Éric Morillo, 54% des Français pensent en 2023 que la plupart du temps, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité, selon un sondage Kantar publié pour La Croix. Est-ce que les Français ont raison ? Je suis heureusement surpris de ce sondage. Oui, bien sûr, les Français ont pas seulement raison, ils ont toujours raison, les Français. Mais quand on parle vraiment des Français, quoi. Pas des gens qui parlent à leur place. Donc oui, 54%, ça me paraît pas encore assez, mais c'est déjà bien parce que c'est au-delà de 50%. Évidemment qu'il faut se méfier des médias, évidemment. Alors ça, c'est une parole qui va être tout de suite identifiée comme une parole complotiste, quoi. Mais bon, je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais évidemment que sur la guerre en Ukraine, sur le Covid, on est sur une plateforme qui s'appelle YouTube, donc il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, mais évidemment que la parole doit être pas nécessairement remise en question pour le simple plaisir de remettre en question une parole. C'est juste que le rôle, encore une fois, d'un journaliste, c'est de se poser des questions et puis, bah oui, d'être potentiellement complotiste. Mais toutes les plus grandes affaires qui sont sorties, qu'elles touchent les politiques, qu'elles touchent les plus grands scandales d'État dans toute l'histoire des 20, 30, 50 dernières années, ont toujours été révélés par des lanceurs d'alerte qui, au départ, étaient considérés comme des complotistes, ouais. Des mecs qui devaient ne pas avoir bien capté qu'ils étaient en marge. Et puis finalement, on découvre, encore récemment, on aura l'occasion, je pense, d'en parler, mais que finalement, des positions qui étaient perçues comme extrêmement complotistes, finalement, ont peut-être quelques fondements de temps en temps. Mais le temps de la vérité est beaucoup plus lent. Le temps de la vérité est beaucoup plus lent à arriver. Et donc vous faites confiance aux grands médias ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, je ne vais pas vous mentir, je viens des grands médias, c'est encore prétentieux pour les médias pour lesquels j'ai travaillé. Médias mainstream. Ouais, les médias mainstream, je suis issu de ces médias mainstream, donc je suis un repenti, moi. Enfin, j'ai été remercié par ces médias mainstream, donc on peut aussi considérer que finalement, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Et en effet, j'ai travaillé pour Sud Radio, vous l'avez dit, j'ai travaillé pour CNews. Avant, je faisais de la production, où j'ai travaillé pour d'autres médias encore plus, on va dire, importants. Mais ouais, je les ai connus d'intérieur, donc je les connais. J'ai encore des amis dans ces médias parce que voilà, je fais pas l'amalgame, contrairement à eux. Donc non, je suis extrêmement sceptique sur aujourd'hui le regard que les médias mainstream ont. Et en effet, au départ, j'y croyais, moi, à la neutralité journalistique. Je croyais à la neutralité d'un média, d'une chaîne info. Faut pas confondre un média d'opinion et un média d'information. Pour reprendre une campagne de pub récemment faite pour une chaîne d'info. Mais à l'origine, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que les gens font plus la différence non plus entre le métier de journaliste qui revêt plusieurs
visages différents. C'est-à-dire qu'un journaliste présentateur d'une chaîne d'information ou d'un journal d'information n'a pas vocation à délivrer son opinion. On s'en fout de son opinion. Et surtout, on ne veut pas la connaître, son opinion. En revanche, un éditorialiste n'est intéressant que parce qu'il est éditorialiste et parce qu'il délivre une opinion qui est singulière. Et là, ce qui a fait d'ailleurs le succès de CNews et ce qui fait le succès de votre chaîne, de ma chaîne, c'est qu'on donne la parole plus à des opinions singulières, individuelles, que ne le font des médias dits d'information qui, eux, ne devraient rester que dans l'information. Or, quand vous écoutez aujourd'hui un journal d'information d'une grande chaîne du service public, par exemple, ou que vous écoutez certains présentateurs de tranches d'information sur certaines chaînes d'information comme BFM ou LCI, et ben vous vous dites à un moment donné que ces gens-là ont perdu le lien avec ce qui était leur métier à l'origine. Je sais pas, moi j'ai pas tendance à me cacher derrière mon petit doigt. J'étais un téléspectateur assidu d'LCI. La couverture d'LCI de la guerre en Ukraine, elle est caricaturale, quoi. C'est-à-dire ? Quand on voit les intervenants qui sont invités sur les plateaux d'Éric Brunet, pour lequel j'avais la plus grande estime, et qui sont dans l'hystérie, dans l'invective, je me dis qu'ils ont perdu le fil, parce que moi j'aurais sur mon plateau quelqu'un qui agit comme certaines éditorialistes. J'ai plus le nom en tête de cet éditorialiste complètement hystérique qui intervient régulièrement sur l'émission justement d'Éric Brunet et qui insulte tout le monde sur son plateau. Il y avait le russe Sergueï Girnov. Ouais, je crois qu'il a été viré, lui, de... Oui, qui avait traité de tous les noms Poutine. Ouais, c'est ça. J'avais reçu d'ailleurs, vous voyez. Alors, vous voyez, oui. Ouais, l'exemple. Lui, c'est vraiment un cas d'école, parce que j'ai envie de dire, je m'y suis laissé prendre, quoi. Je l'ai invité dans mes incorrectibles, Sergueï Girnov. Bon, la suite a été un petit peu différente, parce que je me suis rendu compte que la personne, même dans son attitude, n'était pas tout à fait... n'était pas tout à fait la personne que j'imaginais. Et puis bon, après, on met en parole, on met en question, en perspective, certaines analyses où vous vous dites, tiens, est-ce que là, il ne se servirait pas de moi? Est-ce que là, je ne serais pas manipulé? Non, c'est une défiance croissante des médias traditionnels qui est en train de s'opérer, je pense, au bénéfice de tous ces médias alternatifs dont vous faites partie, dont je fais modestement partie, et dont je suis ravi de faire partie, parce que beaucoup de gens m'ont dit, quand j'ai quitté autant CNews que Sud Radio, enfin autant qu'on m'a demandé de les quitter d'ailleurs, quand je me suis lancé sur Internet, d'abord avec cette chaîne YouTube Les Incorrectibles, puis alors là, Bistro Liberté. Et puis alors Bistro Liberté, alors ça on aura l'occasion d'en parler, je suppose. Alors là on m'a dit, où vas-tu? Que ne te... Oui, on m'a dit que j'allais sans doute prendre un billet aller et non-retour pour les médias mainstream. Sauf que quand on m'a dit ça, les gens qui m'ont dit ça, d'abord, sont des gens qui ont encore mon estime amicale, humaine, mais professionnellement, qui l'ont plus depuis longtemps. Et d'une part, j'avais plus envie de continuer à leur ressembler, à faire comme eux, parce que j'estimais que justement, c'était peut-être une question aussi peut-être une question d'âge aussi. Quand on est, je pense, débutant dans ce métier, on est beaucoup plus malléable et puis on est beaucoup plus influençable. Et moi, il se trouve que comme tout le monde, je vieillis et que, voilà, on atteint peut-être une sorte de sagesse, ou à l'inverse, qui fait qu'à un moment donné, on décide de s'affirmer un peu plus. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, moi, j'avais remarqué, comme cette interview est très, très égocentrique, puisqu'on parle que de soi, mais j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas, que j'étais plutôt lisse. Ce qu'on me dit d'ailleurs. Un jour, même un de mes amis assez proches m'a dit « C'est incroyable, je te regardais
avant, et jamais j'aurais pu imaginer que tu aurais eu des opinions aussi tranchées, alors qu'encore une fois, moi, j'ai pas d'opinion, quoi. Moi, j'interviewe des gens, donc j'ai pas d'opinion, mais c'est vrai qu'ayant maintenant décidé de me vouer à l'interview de ces gens qui ont des opinions bien tranchées, bon, évidemment que j'en ai une par voie de conséquence, et que je suis moi-même, c'est vrai, je pense, je suis pas une grande gueule, parce que vous le voyez, je suis absolument pas, je suis pas André Berkoff, pour laquelle, par exemple, j'ai la plus grande estime, qui est mon papa dans le métier, hein, ça je peux le dire. André, c'est vraiment mon modèle absolu, n'en déplaise à beaucoup, qui n'ont pas le centième de son talent, de sa culture, de sa faconde, de son intelligence. Et donc on me disait, voilà, on n'avait pas suspecté, on est troublé. Ouais. Et puis au final, on est content, quoi. Parce que ce que je leur ai dit d'ailleurs, je ne sais pas comment prendre le truc. Ça veut dire que tu étais un ami et tu m'avais pas vu sous mon jour, sous ma personnalité. Mais je lui dis, quand je suis en train de présenter un JT sur CNews ou que je présente une émission, même sur Sud Radio, j'étais relativement... Si on analyse bien cette émission, Les Incorrectibles, elle avait débuté, vous avez la gentillesse de le rappeler, on faisait péter tous les scores en replay d'audience le week-end. Bon, après, libre à ce média Sud Radio d'avoir décidé, au détour d'un changement de direction, suivez mon regard, de se séparer de cette émission qui n'était juste que l'émission qui faisait le plus d'audience le week-end de Sud Radio. Mais bon, c'est dommage pour eux. D'autant plus que j'avais la marque, donc j'ai pu la continuer, mais ça... parfois, on découvre que certains médias s'y connaissent un peu moins en droit de la propriété intellectuelle. Et donc, écoutez, j'ai continué, mais je me suis révélé un petit peu à moi-même, d'ailleurs. Et pour l'instant, voilà, depuis quelque temps, j'ai enfin l'impression d'être en phase, et c'est un plaisir immense, vraiment, d'être en phase avec qui je suis. Parce que j'ai l'impression, voilà, là, cet exercice que vous me demandez de faire, c'est moi qui interviewe les gens d'habitude, donc... D'habitude, c'est pas à moi de le faire. Mais justement, j'aimerais avoir votre opinion sur, pour reparler de la défiance des Français envers donc les grands médias. On se rappelle parfois des accrochages assez violents entre les gilets jaunes, certains gilets jaunes, et par exemple les équipes de BFM. Comment l'expliquez-vous, cette violence ? C'est marrant que vous me parliez des gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est ce qui a fait exploser à l'époque Sud Radio. Et ce qui a fait exploser aussi Les Incorrectibles. Exactement. Vous avez fait pas mal d'émissions là-dessus. Ouais, j'avais reçu, je crois que j'avais été le premier à recevoir Étienne Chouard, enfin qui avait été reçu à l'époque. Vous avez monté une émission avec Étienne Chouard en plus. Ouais, alors après c'était compliqué, parce que je devais à un moment donné animer avec lui l'émission pour laquelle il était venu après mon émission. D'ailleurs, il avait fait un carton d'audience, hein. On avait fait, je crois, pas loin de 2 millions de vues en replay. Et Étienne, en effet, était Étienne Chouard qui est venu il y a quelques mois sur ce siège rouge. Exactement, qui était venu d'ailleurs, en effet, dans votre émission. Et donc, les gilets jaunes, c'est quelque chose de très très marquant, parce que professionnellement, ça a révélé, ça a fait exploser Sud Radio, qui était vraiment le média, avec d'ailleurs un autre média aussi qui a été... plus que critiqué et puisque censuré, qui était RT, cette chaîne d'information russe, Russia Today. Et donc, RT et Sud Radio étaient les deux médias les plus proches des Gilets jaunes, ce qui est quand même, dans les faits, assez curieux, quoi. Et donc, on était les deux médias qui étaient en rupture avec les médias dits traditionnels. Et je pense que c'est de là qui est parti d'ailleurs beaucoup de choses sur un plan journalistique, pour pas mal d'ailleurs de médias alternatifs même. C'est que les Gilets jaunes, ça a été vraiment le lancement d'une parole libre, différente, et qui n'a pas pu s'exprimer autant qu'on le pense d'ailleurs dans les médias classiques. Malheureusement, l'issue de ce combat des Gilets jaunes ayant... C'est la réélection de Macron. Ouais, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas d'incarnation de... Ouais. Enfin, il y avait tellement plutôt d'incarnation du mouvement qu'au final, le mouvement, on l'a vu, il s'est évaporé. Mais ne soyons pas pessimistes d'ailleurs, parce que moi je trouve que c'était la voix de la France quand même, les Gilets jaunes. C'était un truc qui était incroyable quand même, hein. Il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé quand même. Même si aujourd'hui les Gilets jaunes c'est du passé,
ce qu'on voit de nouveau se passer aujourd'hui avec la réforme des retraites, avec des mouvements d'opposition. Très contrôlés par les syndicats aussi. Oui, bien entendu, bien sûr, mais les Gilets jaunes, c'était un mouvement à la base aussi. C'est spontané. Oui, mais c'est un mouvement qui était quand même, qui a essayé d'être récupéré, qui a quand même eu des incarnations syndicales. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a infusé dans la société française, je pense, un esprit de contradiction, un esprit de révolution, qui n'a pas été à son terme, mais qui, je pense, a laissé des choses intéressantes dans les médias. Et donc aujourd'hui, moi je suis malheureux quand je vois... j'ai été très sévère à l'encontre de Sud Radio quand je les ai quittés, parce que c'est vrai que j'étais... oui, osons le dire, j'étais déçu, mais j'étais déçu autant pour eux que pour moi. Bon, après, moi, je me suis refait. Aujourd'hui, je les remercierai jamais assez, puisque j'ai trouvé un modèle économique, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je ne dépends plus de personne, même pas de YouTube. J'ai préparé tous les contre-feux, tous les pare-feux en cas de censure. Voilà, je suis extrêmement serein. Et puis surtout, j'ai cette liberté, quoi. C'est ça, c'est pas pour rien d'ailleurs. Ouais. Peut-être que ce mot liberté, il m'est cher, ouais, parce que j'ai une toute petite équipe autour de moi, on est à peine 5. Et ouais, non, c'est un plaisir immense. Un plaisir immense. Donc, pour moi, les médias d'aujourd'hui mainstream, quand je vous dis, quand on m'a dit, est-ce que tu crains pas d'avoir pris un billet aller et non-retour dans les médias mainstream, j'ai dit c'était une amie qui m'avait dit ça il y a quelques semaines. Je dis, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que les médias mainstream d'aujourd'hui sont les médias has-been de demain, quoi. C'est-à-dire que les médias d'aujourd'hui que tout le monde regarde, consulte, c'est celui-là, celui sur lequel on parle. C'est le vôtre, c'est le mien. Je suis allé à l'étranger récemment. Voilà, aujourd'hui, les jeunes, même, parce que c'est pas qu'une question d'usage, c'est une question aussi de génération. Mon audience, elle est beaucoup plus jeune aujourd'hui que celle, je pense, de toutes les chaînes d'infos réunies. Je connais plus un seul jeune entre 18 et 25 ans qui regarde la télévision, qui regarde une chaîne info. Mais ça, ils l'ont pas compris, quoi. Ils vont s'en rendre compte, ça va faire mal, quoi, la chute. Mais voilà, à part la télévision, ça a du sens pour ce qu'on appelait, c'était Xavier Couture qui parlait de l'agora virtuelle. C'est-à-dire que on communie ensemble. Donc pour les matchs de la Coupe du Monde, là, on a regardé la télévision. Pour le 20h, voilà. TF1. Et encore, même pas, si vous regardez les chiffres d'audience, ça glisse d'année en année, le 20h. Le 20h, oui, il fait encore quelques millions de téléspectateurs, mais à une époque, le 20h de TF1, c'était 12 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est 5-6. C'était Patrick Lelay qui disait, à une époque, donc l'ancien président, directeur général de TF1 qui est décédé, qui disait TF1 est une chaîne de télévision qui a un site internet, mais demain, TF1 sera un site internet qui a une chaîne de télévision. Bah, c'est ça, quoi. On y est en plein. Donc, pour fermer la fenêtre ouverte il y a quelques minutes, aucun regret, une immense satisfaction. Je ne vais pas faire le faux modeste. Ce qui me donne la chance et l'honneur d'être interviewé par vous aujourd'hui, je l'ai uniquement parce que j'ai créé Les Incorrectibles et parce que je présente maintenant Bistro Liberté. Mais vous ne m'auriez jamais reçu si j'avais continué à présenter les infos sur CNews. On a souvent l'impression aussi que les journalistes en France sont une caste, en fait. Ultra privilégiés, corporatistes, l'abattement fiscal, la carte donc, de presse. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah, vous l'avez plus? Non, je ne l'ai plus. Non, j'avais fait d'ailleurs un petit happening avec... c'était Mike Borowski qui m'avait interviewé et qui m'avait interviewé au moment où ma carte de presse n'était pas renouvelée. Depuis quand vous l'avez plus? Là, j'ai eu l'occasion de la redemander l'année dernière. Et puis c'était très compliqué parce que je ne vais pas ennuyer vos spectateurs avec les fourches codines de l'administration et puis l'arbitraire. Ouais, c'est parce que, il faut produire un nombre de choses incroyables. Et puis surtout, la carte de presse, je ne vais pas vous mentir, je l'ai eu tellement longtemps que j'étais évidemment attaché à cette carte de presse. C'est une petite bannière bleu, blanc, rouge, une sorte de reconnaissance. Ça sert à quoi? À rien. Ça sert à aller au musée gratos. Ça sert à avoir, si quand même, un abattement fiscal de 7 000 €, je crois de mémoire, c'est ça. annuel. C'est pas mal.
Oui, mais alors contrairement à ce que les gens ne savent pas, eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir une carte de presse pour se revendiquer journaliste. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'évidemment, si demain vous avez un contrôle, la carte de presse, c'est le sésame absolument incontestable que vous êtes journaliste. Mais vous êtes journaliste de facto, même sans nécessairement avoir une carte de presse. Et vous pouvez même vous appliquer, j'en ai eu l'occasion de m'en entretenir avec un avocat à ce sujet. Vous pourriez vous appliquer, moi je ne me l'applique pas, mais vous pourriez vous appliquer cette réduction fiscale sans même nécessairement avoir cette carte de presse. Donc cette carte de presse, bah, c'est marrant ce que vous venez de dire. Ouais, ce métier, c'est un métier de caste, mais justement la carte de presse participe à vous faire vous sentir dans cette caste. Parce qu'une fois que la première fois que moi j'ai eu ma carte de presse, là je ne vais pas dévoiler, je connais deux, trois stagiaires que j'ai eu récemment qui ont obtenu, qui m'ont quitté, et maintenant qui ont des vrais boulots, qui sont plus en stage. Et j'ai une amie en tête, je ne vais pas la balancer, qui a eu sa première carte de presse et qui l'a photographiée, qui l'a mise sur tous les réseaux sociaux avec une fierté incroyable. Et c'était touchant parce que je l'ai eu, cette attitude. Je l'ai eu lorsque j'ai eu ma première carte de presse. En plus, moi, je venais pas d'une école reconnue par ce qu'on appelle la Convention collective des journalistes, donc j'avais le droit... plutôt, je devais galérer un peu plus parce que vous avez qu'un nom de carte de presse stagiaire avant d'avoir la vraie carte de presse quand vous êtes issu des écoles reconnues par la profession. Et quand vous n'êtes pas issu de ce sésame des écoles reconnues par la profession, ce qui était mon cas, puisque moi, j'avais fait... crime absolu, une école de commerce, vous voyez. Donc j'avais dû galérer 2 ans avant d'avoir cette carte de presse, et quand je l'ai eue, c'était pour moi une consécration, quoi. Parce que vous avez l'impression d'être reconnu, vous avez presque l'impression que vous avez une carte de policier, de gendarme qui va vous permettre de prendre les couloirs de bus en voiture. Non mais je caricature, mais pas tant que ça, hein. Je vous assure que je caricature pas tant que ça, parce que tous ceux qui ont cette carte de presse, c'est pour faire beau dans le portefeuille, c'est pour... voilà, mais ça ne sert à rien, rigoureusement à rien. Vous qui me posez des questions, je ne sais pas si vous l'avez, cette carte de presse. Non, je ne l'ai pas. Bah, vous voyez, on a ce point en commun à présent. Qui peut déterminer que vous avez moins la légitimité? Et donc vous avez l'impression, après donc, être parti de Sud Radio, d'être un repenti, de plus faire partie de cette caste? Ah ouais. D'accord. Et déjà, à Sud Radio, je l'avais quitté déjà. Parce que j'arrivais de CNews, moi, qui était déjà costaud au niveau d'image et de réputation. Ensuite, je suis arrivé à Sud Radio, donc là, déjà, c'est quand même... D'ailleurs, il y a pas mal de gens sur mon Twitter qui me... Parce que je mets Sud Radio, CNews. Donc là, j'ai déjà l'étiquette du et donc après TV Liberté, ça va aller où? Ah ouais, la TV Liberté, je les achève. Non, mais vous savez quoi, je m'en fous, quoi. Non, mais honnêtement, c'est vraiment, je vous jure. Et plus... J'ai remarqué un truc, plus on se fout de son image, et ben plus ça marche, plus on paraît, plus on est sincère, plus on est peut-être moins mauvais. J'oserais pas dire qu'on peut être de temps en temps bon, mais en tout cas, voilà. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, et c'est pour ça que je vous le dis de manière très fière, mais qui m'ont dit, je vous aimais pas, je vous appréciais pas avant. Je vous voyais comme un faux cul, je vous voyais que des termes que j'applique aujourd'hui à des gens que je connais et que je vois dans les médias mainstream. Donc je peux pas d'ailleurs leur reprocher d'avoir cette perception de moi, parce que moi je faisais partie de ces gens-là que vous avez décriés. J'en faisais partie de cette caste. Enfin, cette caste, c'était pas non plus, je présentais pas le 20h de France 2 ou TF1. Mais ce que je veux dire, évidemment que j'en faisais partie parce que on se voit, on prend des verres ensemble. Et je vous dis, j'ai encore gardé des amis. Je vais pas agir comme justement tous ces donneurs de leçons en permanence qui sont là, donneurs de leçons de tolérance et de comment dire, de tolérance. C'est presque le mot. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais vu autant intolérance que chez des gens qui revendiquent d'être objectifs, alors qu'ils ne sont mais qu'intolérance. Je vois même sur les plateaux de chaîne info dont on parlait, mais je comprends pas, quoi. Je me dis Eric Brunet ou d'autres gens, moi je verrais vous voyez pas cette éditorialiste ukrainienne qui est sur LCI, mais bon,
à la Poélie, je crois. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le nom, mais j'en étais pas sûr. Qui est hystérique, quoi, sur un plateau. Mais moi, elle serait sur mon plateau, je lui monte la porte et puis et elle revient plus, quoi. Ou alors non, ou alors je me la prends de face, voilà, sur un plan argumentaire, mais je suis pas là à dire, ah non, là, vous y allez un peu fort. Non, quand elle insulte, je crois que c'était la compagne de Jean-Jacques Bourdin qui revenait de Russie, bah voilà, vous dites, non, vous êtes sur un plateau pour exprimer une opinion, pas pour insulter quelqu'un qui est face à vous. Alors vous avez le droit de débattre, mais c'est toute la subtilité, c'est jusqu'où va-t-on, quoi. Donc, ouais, non, je me reconnais pas du tout dans ces gens aujourd'hui. Mais bon, oui, j'ai fait partie de cette caste et je leur nie pas. Mais je suis un repenti, ouais, c'est peut-être le mot. 61% des électeurs donc de Renaissance, c'est-à-dire donc les sympathisants de Renaissance, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron, se montrent majoritairement confiants vis-à-vis de ces médias. Oh bah, quelle surprise, ça. Alors là, vous m'en faites tomber de mon coïncidence. Est-ce que ça illustre en fait finalement la fracture entre les élites et la population française? Ah bah oui, ce chiffre, il est éloquent. Il est éloquent parce que je suis même surpris que ce chiffre soit sorti parce que c'est l'alignement des planètes, quoi. C'est... oh là là. Vous me dites combien? 61%. Renaissance. Bah c'est bien parce que c'est inversement proportionnel à ce qu'il représente, je pense, dans l'opinion maintenant, puisque je sais pas, mais si on regarde ce que représente le parti Renaissance en pourcentage, ça ne doit pas être beaucoup aujourd'hui par rapport à ce qu'est le visage électoral de la France, bien que, évidemment... mais est-ce que ça veut dire que tous Macron ces médias... élu, c'est incontestable, mais... Ça veut dire que tous ces médias traditionnels portent la même idéologie? Oui, ou peut-être veulent porter l'idéologie du parti dominant pour avoir la bienveillance du parti dominant. Et les subsides. Ah bah, quand vous voyez les subventions que touchent tous les médias dominants, évidemment que je pense que ça pose quelques questions quand il s'agit de critiquer le pouvoir en place, parce que tous ces médias sont censés être des médias indépendants. Aujourd'hui, j'ai encore une fois, excusez-moi, mais... puisque vous me faites parler de moi, c'est incroyable. J'ai eu le droit à une citation dans un article de l'Express. Déjà l'Express qui a accordé 8 pages. Un beau portrait. Un beau portrait, ouais. En février. À Bistro Liberté, ouais. Et c'est la consécration, parce que je veux dire, 8 pages dans l'Express, je pense que... Et une belle page aussi dans Conspiracy Watch. Ouais. Conspiracy Watch aussi, c'est très bien, qui a un très joli nom. Dont on ne sait pas par qui est subventionné, enfin on sait par qui est subventionné Conspiracy Watch, c'est la DILCRA, c'est sur leur site. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai interpellé sur Twitter la patronne de la DILCRA pour lui demander, Madame, puisque c'est une femme, est-ce que vous pouvez me dire quelle somme est allouée, puisque finalement, c'est quand même, la DILCRA, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et donc c'est une institution publique. Donc, une institution qui est financée par nos subsides. Donc, on est en droit de savoir où va l'argent de nos institutions. Et donc, c'est assez marrant, ouais, comme en effet, un site qui doit être, je pense, écrit par plus de personnes qu'il y en a qui le lisent, quoi. Donc là, même, on leur fait leur pub. Voilà, vous consacre un article, mais qui était lunaire, quoi. Un article... j'ai même pas envie d'y répondre parce que, vous voyez, c'était cette personne qui m'avait d'ailleurs demandé une interview et à laquelle j'avais décliné, quoi. Enfin, à laquelle j'avais dit que je souhaitais pas lui répondre parce que j'avais quand même été regarder ce qu'était Conspiracy Watch avant. J'avais l'impression, enfin, il y a quelques fact-checkers comme ça, il y en a 3-4 sur la place, qui sont financés, alors, pour certains par Radio France, pour d'autres par France Info, la chaîne d'information, et qui sont plantés sur tout en plus, quoi. Et qui se permettent encore de la ramener, quoi. Et donc vous avez été aussi donc l'objet d'un portrait. Oui, j'ai été l'objet de ce portrait. Chez l'Express aussi. Ouais. Et alors l'Express, ouais, donc... et alors pourquoi je vous disais ça? Parce qu'on nous a associés, enfin on m'a associé... alors j'étais associé à André Berkoff, puisque, bon, ça c'est pour moi la plus grande des satisfactions, puisque André a fait peut-être un petit, je sais pas avec qui, mais en tout cas je me considère vraiment comme un
un des héritiers, mais vraiment avec une énorme humilité, parce que j'aurais jamais le 10e de son talent, mais je me sens tout à fait dans cette ligne. Et André a un parcours qui parle pour lui, quoi. André, je souhaite à tous ces journalistes de l'Express un jour de se souvenir un peu du parcours d'André, qui avait d'ailleurs écrit dans ce journal, et puis qui en est maintenant la cible. Donc déjà, c'est hallucinant. Et puis, j'étais associé à Juan Branco, j'étais associé à Idrissa Berkane. Mike Borowski. Ouais, à Mike Borowski, à Didier Maisto. Donc aujourd'hui, voilà, on est une petite dizaine dans les médias français à être perçus comme des vilains petits canards. Mais écoutez, je vais vous dire un truc même... je vais vous dire un truc qui est même pas voulu, mais aujourd'hui, si j'avais voulu créer une campagne marketing, je vous jure, hein, là on peut pas me suspecter d'avoir provoqué l'article de l'Express qui me déglingue, d'avoir provoqué l'article de Conspiracy Watch qui me déglingue, d'avoir un article... C'est une vraie consécration. Une consécration, non mais j'ai même eu le droit à Libération aussi quand j'ai reçu Kémy Séba la première fois, j'ai eu le droit à un article dans Le Monde. Non, mais c'est un truc, j'aurais jamais eu le droit à ces articles. Si d'abord j'étais resté présentateur sur CNews, si j'étais resté sans doute à Sud Radio, et puis surtout... marketing gratos. Mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que je vous jure que j'aurais souhaité faire une campagne de pub, je m'y serais pas pris autrement si j'avais voulu qu'elle soit successful, quoi. J'ai jamais eu autant d'abonnés que depuis que j'ai tous ces articles, quoi. Parce que les gens, finalement, me découvrent par ces articles. Et ce qui est en revanche dingue, c'est que ces gens-là qui sont complètement la voix du pouvoir et qui n'ont même plus la simple nuance en tête, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tout est blanc, tout est noir, et d'apporter juste le concept de questionnement, de nuance. Le concept de nuance n'existe plus. Aujourd'hui, on fait plus la part des choses. C'est tout blanc, tout noir, tout gentil, tout méchant. Il y a pas. Et aujourd'hui, par exemple, sur la guerre en Ukraine, puisque c'est évidemment un sujet qui nous préoccupe tous actuellement, c'est comme le Covid, quoi. Quand vous aviez tous les médecins de plateau qui étaient absolument tous d'accord avec la politique sanitaire du gouvernement, est-ce que donner juste 5% du temps de parole à ceux qui partagent pas la voix de la doxa, est-ce que c'est trop ? Je considère que non. Moi, je considère que voilà, quand André Berkoff ou moi maintenant, mais on donne la parole à des médecins comme Louis Fouché, comme Christian Perron. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec... Qui a également été reçu ici il y a quelques mois. Ah, vous voyez. Non, mais c'est pas pour rien que ce média est en effet participe de cette, je pense, liberté d'expression qu'il faut défendre vraiment intensément, quoi. Parce donc que tous ces médias traditionnels, Le Monde, Le Figaro, TF1, France Télévisions, sont macronistes. Non, ce serait évidemment caricatural de dire ça. Là, pour le coup, je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont macronistes, mais d'abord, ils sentent le vent tourner aussi. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Ils sont dans la vie aussi. C'est qu'à un moment donné, ce sont des boîtes qui sont des boîtes commerciales, ce sont des boîtes qui vivent de l'audience aussi. Donc, à un moment donné, quand vous mettez de côté une partie de la population, c'est comme au cinéma, quoi. Je veux dire, là, récemment... je crois qu'il y a eu quelques émissions de télé ou quelques films de personnalités qui n'étaient pas franchement tendres avec les gens qui ont été un petit peu critiques sur ce qui s'est passé pendant les périodes du Covid, pendant la période de confinement, qui ont vraiment insulté des gens qui éventuellement refusaient de se faire vacciner. C'est-à-dire ? De qui parlez-vous ? Bon, il y en a plein, que ce soit Cluzet, que ce soit... Rouve, que ce soit... Enfin, j'en ai vraiment plein, mais j'ai même pas envie de leur faire de la pub, mais qui ont été hyper vindicatifs, quoi. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retour de bâton qui fait que, je pensais, je sais pas, Didier Bourdon, des gens comme ça, voilà, qui ont été extrêmement critiques et puis qui finalement remplissent moins
les salles ou remplissent moins l'audience d'émissions de télé ou qui font moins d'audience au cinéma parce que voilà, alors là on va peut-être dire c'est du complotisme. Non, c'est pas du complotisme, c'est que voilà, moi il y en a 2-3 à qui j'ai envie de dire écoutez, taisez-vous quoi. Donc tous ces médias, selon vous, ne seraient pas macronistes, mais pourraient être les chiens de garde du pouvoir, quoi. Parce que ouais, c'est peut-être ça, et puis c'est peut-être simplement que je pense que tout ça. C'est plus du tout un contre-pouvoir. Ah non, il y a longtemps que ces médias, le contre-pouvoir, il est sur ces médias alternatifs, qui d'ailleurs font de plus en plus peur, d'ailleurs, à ces médias. Hein. C'est pas pour rien que la censure, on y est confronté, même sur ces médias alternatifs. Hein. Je veux dire, vous comme moi, on doit naviguer en permanence entre les fourches codines de la censure, de ces plateformes. Les périphrases. Ah, mais c'est pas pour rien que j'essaye un tant soit peu de réfléchir 2 secondes avant de parler, parce qu'il y a cette censure, et puis il n'y a pas que cette censure, il y a aussi l'arme juridique, judiciaire, quoi. Moi, j'ai eu pas mal de procès en diffamation depuis que j'ai lancé Les Incorrectibles. C'est-à-dire avec qui? Oh, bah, il y en a un, puisque je l'ai rendu public. Il y en a quelques autres que pour l'instant je vais garder, puisqu'on n'en est pas encore au stade du procès. Ouais. On en est au stade de la gentillesse des échanges. Mais, sur Twitter. Non, il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Hirsch, voilà, qui, à la suite d'une émission où je recevais Juan Branco, nous a attaqué en diffamation, enfin attaqué Juan Branco en diffamation, mais étant donné que je suis le directeur de la publication des Incorrectibles, j'étais solidairement attaqué avec Juan Branco. Et parce que Juan Branco avait émis une opinion, selon moi et selon lui d'ailleurs, puisque on a dû s'en défendre devant un tribunal, et on était attaqué en référé en plus. Et ce qui est dingue, c'est qu'un référé, c'est une procédure d'urgence qui n'est pas accordée à tout le monde, quoi. Et là, il a eu en très peu de temps le droit de pouvoir avoir une audience en référé, qu'il a perdu, donc on a gagné. Il a fait appel en référé, qui est très rare également. Donc une nouvelle fois, on avait dû préparer notre défense, ça a l'air de rien, mais c'est de l'argent, on doit prendre des avocats, on doit se défendre, quoi. On a gagné, encore une fois. Puis là, j'ai appris récemment qu'il renvoyait Juan Branco au pénal. Et puis entre-temps, j'ai appris... ça, c'est... Tu l'avais dit ? Non, mais il avait... je vais pas reciter, parce que, puisque potentiellement l'affaire est toujours en cours, mais il avait critiqué le parcours de Martin Hirsch, et en effet, de manière très virulente. Mais bon, le problème, c'est que voilà, toute la question est de savoir jusqu'où on peut aller sans aller dans la diffamation. Et en tout cas, la diffamation n'était pas, selon moi, du tout évidente, puisque la preuve, j'étais devant lui au moment où il a cité ses propos, et pour moi, il n'y avait pas du tout de diffamation. Et puis, non, ce qui est en revanche plus intéressant, c'est que on constate, et là je vais revenir à ce que vous disiez, on constate que certaines personnes ont des instruments que d'aucuns n'ont pas. C'est-à-dire que Martin Hirsch nous a attaqués, puis comme il a perdu 2 fois de suite, enfin, j'ai obtenu ce qu'on appelle au bénéfice, au titre de l'article 700, j'ai obtenu les dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, enfin voilà, on m'a remboursé mes frais de défense. Et là, je suis réglé par l'assistance publique, quoi, la PHP, quoi. Donc j'étais un peu surpris. Et là, on a été regarder ça un peu plus près, et puis on a découvert qu'il avait la protection fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il a considéré qu'il a été attaqué au titre de son activité de président de la PHP, dont il ne fait plus partie. Mais bon, on a découvert que c'était finalement votre argent, le mien, qui avait payé cette procédure, en l'occurrence, qui n'avait pas été couronné de succès, quoi. Donc, si encore l'argent public était bien utilisé. Donc, voilà. Donc, au final, on se dit juste, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit peu, par moment, une sorte de passe-droit, quoi. En plus, on est en train de regarder, là, avec Juan Branco, comment tout ça s'est passé. Je crois qu'il y a eu un signalement fait au procureur pour un peu regarder ce qui se passe, quoi. Et parce que, voilà, ce sont des méthodes qui sont intolérables, quoi. Intolérables. Et puis, là, récemment, non, j'ai une députée de La République... qui était mécontente de ce qui avait été dit dans une de mes émissions. De La République En Marche. Comment ? De La République En Marche. Non, pas de La République En Marche. Non, pas de La République En Marche. Et puis qui m'a voilà, envoyé des messages en privé extrêmement menaçants. Et puis, bon bref, tout ça n'a que peu d'importance, mais c'est vrai que c'est fatigant, parce que honnêtement,
pour moi, c'est vrai qu'avant, je n'étais qu'un petit pion dans un échiquier de médias mainstream où, évidemment, on disait pas de mal de personne, et puis tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que je pense que d'abord, les gens ne veulent plus voir ça, et puis, bon, bah voilà, moi, aujourd'hui, je dois faire avec des choses que je ne maîtrisais pas, je dois C'est faire plus avec... excitant, quoi. Ouais, mais c'est plus risqué aussi, parce que C'est ça. je vais pas vous mentir, je suis content de faire plus de vues, d'avoir plus d'abonnés, mais bon, j'ai quand même plus de petits soucis à gérer quand même. Hein. Ouais. Et ça, c'était pas ma partie. Moi, je suis pas avocat, je suis pas là pour avoir chaque semaine le couteau sous la gorge du procès en diffamation. Or là, ça devient quand même assez récurrent, sans parler des articles diffamants ou insultants, pour lesquels d'ailleurs je ne réagis pas, mais je réagis voilà, sur Twitter en me disant justement parlez-moi de même mal du moment que vous parlez de moi. Mais voilà, c'est une charge dont on se passerait quand même, parce que mon boulot, c'est d'être d'abord journaliste, c'est pas d'avoir à gérer la vexation de quelques personnalités qui, je vous dis, en revanche... Vous n'irez pas, vous, jusqu'au tribunal? Moi, si j'étais attaqué Ouais. de manière très... Dans c'est ces une bonne portraits. question. Si, c'est une bonne question. Non, pour des propos, non. Non, pour des propos, non. Je pense que si demain, des propos sont étayés et que ça, selon moi, participe d'une opinion, bah, je vous dis, là, voilà, on m'a traité de tous les noms, quoi. Ouais. À un moment, j'étais... Complotiste. j'étais complotiste, facho, Alors, russophone... pro-russe. pro-russe. Pro-poutinien. Non, mais à un moment donné... voilà, il y en a un Ouais, qui c'est le a... bouquet. Ouais. C'est le bouquet gagnant. Il y en a un qui a été assez drôle d'ailleurs, j'ai reçu récemment, il y a quelqu'un qui m'a apostrophé sur Twitter, j'ai reçu Grégory Zaoui, qui était l'un des cerveaux de l'arnaque à la taxe carbone, et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc, mais qui m'a fait sourire, quoi, mais bon, tellement c'est exact, c'est dit de manière ironique, mais c'est ça, quoi. Et Grégory Zaoui est de confession juive, et d'ailleurs on en a parlé dans l'émission, et puis quelqu'un a mis, voilà, je savais que vous étiez, voilà, complotiste, fasciste, russophone, je vous croyais aussi antisémite, ouais. Enfin non mais bon, vous voyez, c'est pour dire, c'était dit de manière ironique là, mais c'était pour dire que aujourd'hui c'est comme le terme extrême droite, quoi, ça ne veut plus rien dire, quoi. Moi quand on me traite, ou quand on me dit que je tends le flanc à l'extrémisme de droite, enfin je veux dire c'est risible, quoi. C'est même pas, j'ai même pas envie d'accorder du crédit à ça, quoi. Et donc, depuis quelques années, on a vu apparaître en France les services de fact-checking, Ouais. enfin, c'est-à-dire des vérificateurs d'informations en bon français, par exemple dans Le Monde ou dans Libération, souvent avec justement l'aide des GAFAM. On sait que Facebook a un partenariat avec l'AFP. Qu'est-ce que ça nous dit des médias français actuels? Est-ce que ils sont vraiment à la ramasse? Ils sont en manque de sujets. Ils sont obligés d'être en partenariat avec des GAFA qui vont justement peut-être les étrangler dans quelques années. Bah écoutez, ouais, là-dessus, c'est d'autant plus un sujet qui me parle que je vous fais... Ou le ministère de la Vérité, quoi. Ouais, je vous fais une petite confidence. En plus, j'ai décidé de me lancer, moi, à mon tour. Ouais, avec les GAFAM. Bah écoutez, peut-être parce que j'ai décidé... Appelez-moi. J'ai décidé, ouais, en effet, de m'investir dans le développement d'une nouvelle plateforme dans laquelle je vais sans doute prendre quelques responsabilités dans les semaines qui viennent, qui s'appelle Utréon, et qui est donc cette fameuse plateforme qui me permet aujourd'hui de voir de manière plus sereine l'avenir, puisque c'est une start-up américaine qui a été fondée par deux jeunes fondateurs, donc, et qui sont pour moi du nouveau petit Mark Zuckerberg, et qui, contre toute attente, voilà, m'ont contacté il y a quelques mois déjà, et c'est une plateforme qui se veut une plateforme où on ne pratiquera aucune censure, si ce n'est une censure à l'entrée de cette plateforme. Et donc, je devrais m'occuper de cette plateforme pour ce qui concerne son développement en France. Et l'idée, c'est justement de donner la parole à des gens qui ont une influence certaine et qui sont potentiellement victimes de cette censure. Et donc, c'est notamment sur les incorrectibles qu'on a pu expérimenter avec succès, donc justement cette plateforme, puisqu'on a créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Les Incorrectibles Plus,
et qui permet d'avoir donc une deuxième partie, c'est-à-dire que je fais des interviews et je consacre une partie bonus où je parle vraiment de tous les sujets dont je ne peux pas parler sur YouTube, et je mets cette partie en bonus sur cette plateforme. Et cette plateforme a une petite particularité aussi, c'est qu'elle est un mix. Donc elle s'appelle Utréon pour un mix entre deux plateformes qui sont pour l'une peut-être un peu moins connues en France, qui s'appelle Patreon, qui est une plateforme qui permet à des gens de contribuer financièrement et d'aider des youtubeurs dont ils partagent les opinions, en tout cas qu'ils ont envie de soutenir. Et puis YouTube, qui est à la base une plateforme vidéo, sur laquelle on peut évidemment aussi apporter quelques soutiens financiers, mais c'est pas l'ADN de YouTube. Et donc il y a deux personnes qui ont eu l'idée de fusionner, de faire une sorte de mix entre Patreon et YouTube. Ça s'appelle donc Utréon. Et donc j'ai décidé depuis quelques semaines de me lancer sur Utréon avec cette nouvelle chaîne, Les Incorrectibles Plus, et qui permet aussi à des gens de s'abonner. Et ce qui est formidable, c'est que je ne veux pas dévoiler le nombre d'abonnés que j'ai, mais j'ai en même pas 2 mois enfin pu atteindre mon indépendance financière, qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus dépendant de personne. Je n'ai plus à avoir de partenaire commercial. Je suis totalement libre. Et ça n'a pas de prix, quoi. Et c'est pour ça que vous me parliez des GAFAM. Les GAFAM, il faut préparer la riposte, quoi. Il faut commencer. Moi, honnêtement, non, vous me dites, voilà, Facebook, ça fait longtemps que j'y vais plus. Donc, Facebook, d'ailleurs, un petit coucou amical à quelques amis que j'ai là-bas, mais je ne vais plus sur Facebook. De toute façon, Facebook, c'est intéressant pour WhatsApp parce que c'est synchronisé. Pour Messenger, pardon. Donc, voilà, parce que c'est synchronisé avec Messenger. Mais bon, à part ça, voilà, ça fait longtemps que je ne publie plus rien sur Facebook. Les quelques sites qui sont vraiment utiles aujourd'hui, pour moi, c'est Twitter, parce qu'en médias d'information, voilà, il y a aucune. Depuis qu'Elon Musk a racheté, alors on peut en dire ce qu'on veut. Moi, je suis totalement fan. Libertarien. Ouais, je me reconnais vraiment Elon Musk, j'ai quelqu'un pour lequel j'ai la plus grande estime. Voilà, type qui rachète une boîte pour 44 milliards de dollars et qui dit merde à tout le système. Enfin, moi, rien que ça, déjà, ça me fait marrer. Donc, j'ai envie de le soutenir. Et puis surtout, moi, je suis revenu aussi sur Twitter où j'avais l'impression qu'on était envahi par tout ce qui était plutôt wokisme. Voilà. Et il faut préparer la riposte. Voilà. Donc là, je vous dis. Là, je me suis même, pour faire une petite digression, lancé dans la distribution d'un long métrage qui s'appelle Le Monde d'après, qui est un film qui a été fait par Laurent Firotte, qui est une satire de tout ce qui était politique Covid des 2 dernières années. Et j'ai eu le plaisir de le recevoir dans Mes Incorrectibles. Et puis, le fait amusant, c'est que j'ai sympathisé avec lui, puisque ça m'arrive de parler avec des invités que je reçois et de sympathiser avec eux. Et à l'issue de cette interview, on a décidé de faire des choses ensemble. Donc, son film, il était distribué dans une salle à Paris, à l'Espace Saint-Michel. C'est un film qui cartonne. Dans une salle, je me suis dit, voilà, c'est pas possible que ce film ne trouve pas l'écho qu'ils doivent avoir en étant diffusé que dans une salle. Donc, je lui ai proposé de le distribuer sur Utréon. Et depuis qu'il est distribué sur Utréon, on fait une location toutes les minutes, quoi. Donc c'est un carton absolu. Donc je pense que voilà, il faut préparer l'avenir, quoi. Et je pense qu'au contraire, j'ai perdu sans doute le retour possible dans les médias mainstream. Mais les médias mainstream d'aujourd'hui, je vous dis, sont ceux qui seront complètement à la ramasse demain. Donc. Et le fact-checking ? Alors le fact-checking, honnêtement, pour moi, ces gens-là ne représentent rien. Tristan, Mendes, France, Conspiracy Watch, je les cite pour leur faire de la pub, là, parce que les pauvres, ils en ont besoin. Mais dans Le Monde, c'était les décodeurs, c'était donc Samuel Laurent, auparavant. Ouais, il y a eu aussi La Gueule en biais, qui porte bien son nom, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ces gens-là ne représentent rien, mais ont besoin de fournir, de livrer une petite production de quelques mots pour toujours continuer à bénéficier de leurs subventions. C'est le mystère de la vérité ? En tout cas, oui, c'est le ministère autoproclamé de la vérité, et puis qui se plante bien d'ailleurs. Donc, c'est la vérité du jour, quoi. Mais non, ils se sont bien plantés, quoi. Donc, mais en revanche, pour reconnaître qu'ils se sont plantés, c'est plus difficile.
Non, ce qui est emmerdant, et ce qui, moi, me dérange un peu plus, c'est quand c'est financé par nos deniers, ce que je vous disais. Quand c'est la DILCRA qui finance derrière et qu'on ne sait pas à combien la DILCRA finance certains, enfin, en l'occurrence Conspiracy Watch, ça m'interpelle, quoi. J'aimerais vous interroger plus précisément sur donc, le traitement médiatique qui a été fait donc, sur la guerre en Ukraine. Ouais. Comment jugez-vous, par rapport à d'autres pays, le traitement médiatique français ? Ce qui était absolument incroyable, c'est qu'on devrait, en France, enfin, on parle souvent de la voix de la France comme étant une voix singulière où on traite les sujets avec vraiment une objectivité qui était reconnue jusqu'à maintenant. Sur ce qui se passe en Ukraine, c'est absolument incroyable là aussi. C'est exactement, mais je fais ce parallèle entre le traitement médiatique de la guerre en Ukraine avec celui du Covid. Ouais. C'est absolument flagrant. J'ai eu l'occasion de recevoir, je crois que quand je reçois quelqu'un comme Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, Alexandre Delval, géopoliticien, que nous avons reçu tous les deux. Jacques Beau. Non, mais on a beaucoup d'invités en commun. C'est pas un hasard. J'ai pas l'impression que je donne la parole à d'affreux poutinolâtres, stupides, nazis. Non, j'ai juste un regard qui est intéressant parce que c'est un regard qui est différent de celui que j'ai en regardant les émissions de télévision des chaînes qui sont proposées sur la TNT et qui se revendiquent chaînes d'information. Je veux dire, quand je regarde BFM ou que je regarde LCI, accessoirement CNews, mais qui est plus qui est moins dans l'information. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je considère en effet que le média le plus puissant, quand même, malgré tout, télévisuel, c'est BFM. C'est vrai, quand vous regardez BFM, et que ce soit Maxime Suitet, que ce soit Ulysse Gosset, que ce soit d'autres journalistes de cette chaîne, vous sentez que derrière chacun de leurs propos, il y a un parti pris, quoi. Et donc, la question n'est même pas qu'ils aient une opinion, c'est normal qu'ils aient une opinion, mais moi, je me contrefous de l'opinion de Maxime Suitet, je me contrefous de l'opinion d'Ulysse Gosset. Et quand, en effet, je les ai encore vus récemment interviewer le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, et que je voyais ce tribunal face à ce porte-parole donc, de l'ambassade de Russie en France, qui était sur un plan, on s'entend bien, hein, moi je ne suis pas en train de dire que je suis pro ou anti, non mais je veux dire, voilà, à un moment donné, la parole peut être à l'accusé quand même. Est-ce que l'accusé a le droit de se défendre ? Est-ce que l'accusé a le droit ? Non, voilà. Aujourd'hui, la jurisprudence journalistico-parisiano-française, c'est de dire, voilà, on ne met que des gens d'accord ensemble, complètement d'accord sur un même plateau, et on parle de l'accusé en son absence. Moi, ça me dérange, quoi. Ça me dérange. Et en effet, quand j'ai des articles qui essayent de me stigmatiser sur le fait que je donne la parole à ceux, justement, qui sont en permanence du matin au soir accusés, je reprends les propos d'André Berkoff, je considère que de peut-être laisser un espace de 5% par rapport à 95% de bashing du matin jusqu'au soir, voilà, ça me paraît la moindre des choses, quoi. Et il semble que dans les pays anglo-saxons, par exemple, aux États-Unis, il y ait encore un tout petit peu plus d'espace de débat. Et paradoxalement, alors en plus, ce qui est drôle, c'est que j'en reviens là, justement, où j'ai passé quelques temps là aux États-Unis. Sur ce sujet, sur l'Ukraine. Ouais. Eh bien, je partage tout à fait votre opinion. Ouais. Non, mais je partage tout à fait. Même il y a un journaliste récemment sur l'Ukraine, qui a balancé que, donc, l'origine peut-être de l'explosion des Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Voilà, exactement. Qui est un des pontes du journalisme d'investigation aux États-Unis. En effet, la voix discordante aux États-Unis, ça vient de leur constitution, en plus. C'est un fondement de leur constitution, je veux dire, la liberté d'expression. Donc, même si aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez aussi, à côte Est notamment,
toute une partie de l'opinion qui est évidemment démocrate et extrêmement sensible à toutes ces questions et qui aurait tendance à plutôt tout de suite, vous vilipender et vous taxer de pro-russe ou en tout cas de complotistes. Enfin, voilà, tout ça va de pair. En effet, là-bas, les voix discordantes peuvent s'exprimer plus facilement parce qu'il y a beaucoup plus de médias aussi. Il y a beaucoup plus de médias alternatifs, il y a beaucoup plus d'influenceurs au sens premier du terme. C'est-à-dire de gens qui ont la possibilité en dehors de tout espace médiatique classique, je veux dire, CNN, on peut faire 100 aux États-Unis. Je veux dire, nous, en France, faire 100 BFM quand on a envie de faire passer un message, c'est compliqué. Ça va plus l'être longtemps. Je pense que BFM, LCI vivent leurs dernières heures d'influence, quoi. C'est un symbole quand je dis dernières heures. Honnêtement, je pense que les gens ne sont plus dupes. C'est-à-dire que moi, je regarde encore BFM parce que j'ai besoin de m'informer, mais entre l'information brute et le commentaire de l'information, l'affaire est pliée, quoi. Je me nourris de l'information, puisque évidemment, quand il y a une info sur un fait qui vient de se passer en Ukraine, ces médias sont les plus réactifs pour évidemment avoir l'information. Mais en revanche, pour avoir l'analyse de l'information, je switch, quoi. Je prends l'info brute sur ces médias d'information mainstream, et pour l'analyse, je bascule sur des médias alternatifs ou sur en tout cas des commentaires, ce soit sur Twitter. Aujourd'hui, Twitter a un vrai potentiel, je pense, colossal pour aller chercher l'info, le commentaire de l'info. Aujourd'hui, je vais quasiment sur Twitter, vraiment, 4 heures par jour, quoi. Et donc, comment jugez-vous la propagande de guerre côté ukrainien et côté russe ? Alors, vous me demandez ça à moi. Moi, je suis un observateur, encore une fois. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Donc, moi, je ne peux pas me lancer dans une analyse. Je n'ai pas la légitimité, je n'ai pas la connaissance, j'ai pas la... Est-ce que, par exemple, le discours de Kiev est repris sans filtre par les médias français ? C'est vrai que là, récemment, j'ai fait un Bistro Liberté consacré à ça, justement, après l'avenue de Joe Biden à Kiev. J'avais vu ce pendant entre le discours de Poutine, le discours annuel de Poutine, et puis le discours en réponse de Joe Biden. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne fais que vous répéter ce que je ne cesse de vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune critique. Le parti pris de ces médias d'information, il était le même. Donc moi, évidemment, j'aurais traité de manière différente. J'aurais fait venir sur le plateau Jacques Beau, j'aurais fait venir sur le plateau Alexandre Delval, et peut-être, et Pierre-Yves Rougeron, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui, légitimement, si on veut avoir une vision de ce conflit objective, c'est tellement compliqué, quoi. Le narratif qu'on essaye de nous rabâcher du matin jusqu'au soir, où il y aurait les gentils Ukrainiens face aux méchants Russes. En plus, là, on parle même pas des dirigeants, parce que, je sais pas, quand je vois Zelensky décoré de la Légion d'honneur par Macron, et que de l'autre côté, il y a toutes ces suspicions, enfin, même pas des suspicions, c'est avéré, de corruption au plus haut niveau de l'État. Quand on voit... c'est là, pour le coup, l'extrême droite les nazis qui ont fait partie au plus haut niveau de ce régime, et qu'on voit tous ces gens BHL au premier rang, desquels qui seront... Qui publient un film. Mais oui, non, mais je me dis, voilà l'exemple. Moi, plutôt que de vous dire ce qu'il faudrait faire, je peux plutôt, je suis dans mon rôle plutôt d'observateur, de vous dire ce qui m'indigne, quoi. Moi, ce qui m'indigne, c'est de voir BHL qui n'a aucune légitimité, qui a des responsabilités incroyables dans nombre de conflits. Je parle même pas de la Libye, mais voilà, je ne comprends même pas encore la légitimité qu'a ce bonhomme à être invité sur des chaînes info, quoi. Mais il a ses clés, il a sa carte, il a la carte du club, et il est invité en permanence. Mais ce qui est dingue, c'est que, je sais pas, quand je vois Léa Salamé face à BHL, mais je vous jure, j'ai pas de mots. J'ai même pas de haine, j'ai pas de... Et vous regardez quand même.
Ouais, non, mais je regarde ce qui en est dit. Je regarde en replay. Non, je regarde en replay. Je regarde en replay. C'est tellement drôle, quoi. Je veux dire, quand vous avez des gens qui se couchent devant BHL, je veux dire, non, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, ce type, au moins, mettez-lui quelqu'un à la rigueur. Si vraiment vous avez une obligation morale telle qu'il faut absolument l'inviter tous les 2 jours en plateau parce que sinon vous allez être en PLS, invitez-le, mais accordez-lui au moins peut-être, je sais pas, de lui mettre un contradicteur en face et puis de voir comment il va réagir. Et non, il n'y a même plus de contradiction. Certains de vos chroniqueurs chez Bistro Liberté Ouais. ont officié à RT France, Ouais. Didier Maisto, Alexis Poulain, Nicolas Vidal. Est-ce que ça vous dérange ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ah, mais moi, pas du tout. Libertarien, toujours. Ouais, non, mais même, c'est posé la question, même pour moi, à un moment, de rejoindre RT. Hein, je ne vais pas vous cacher, j'étais assez CNews. Je me souviens, ils m'avaient approché. Ça, s'était pas fait. Bon, d'aucuns diront que j'ai sûrement bien fait, mais vu la fin. Non, mais RT, attendez, RT a été. Moi, je ne veux pas me faire l'avocat d'RT. RT a été quand même adoubé par l'ARCOM. À ma connaissance, l'ARCOM, l'ex-CSA, avait jamais fait d'erreur, enfin, particulièrement grave, qui ait pu nécessiter une censure, voire une suppression, puisque c'est passé une fermeture, quoi. RT, oui, bon, bah, c'est un média financé par la Russie, comme la BBC est financée par l'Angleterre, comme France 24 est financée par l'État français. Enfin, je veux dire, c'est une chaîne qui, en soi, avait dans son modèle économique rien de choquant, quoi. Je veux dire, c'est Al Jazeera, c'est étonnant. Il y a des médias qui ne suscitent aucune réaction. Et puis là, tout d'un coup, bon, voilà. RT, qui a été évidemment... Donc RT France et Sputnik. RT France, voilà. RT a France été fermé. et Sputnik. Sputnik, je connais un peu moins bien, mais enfin, RT France, c'était donc le média des Gilets jaunes, qui faisait intervenir, vous l'avez dit, des gens que je connais très bien. Donc là, je peux d'autant mieux en parler. Didier Maisto, Alexis Poulain, Nicolas Vidal. Pas une seconde, ces gens-là, si j'avais le moindre soupçon de collusion. De collusion, corruption, voilà. Bah non, eux, à la différence de Rachid Embarki, pour lequel il y a une suspicion sur BFM de collusion avec, je sais pas, une entité étrangère qui fasse de l'ingérence en France. Non, ces gens-là, pour moi, il n'y avait pas de collusion. Ils ont une opinion. Voilà, je ne vais pas leur reprocher d'avoir une opinion. Et puis en plus, je les connais vraiment bien, les trois bonhommes dont vous parlez là. Donc, je veux dire, Didier Maisto, Alexis Poulain... je vais vous dire, aujourd'hui, les ayant pris, je me suis collé à leur image aussi. Donc, je veux dire, j'ai aucun problème parce que ce qu'on leur reproche, c'est ce qu'on me reproche aujourd'hui. Donc, moi, je veux dire, je suis bien avec eux. Et vous comprenez la fermeture de RT, de Sputnik? Je quoi? Vous comprenez? Ah, je comprends pas. Non, je condamne avec la plus grande... Non, je trouve ça dingue, quoi. Mais je sais pas si vous avez vu, quand même, il y avait quand même quelques personnes qui commençaient quand même à dire qu'ils se sentaient un peu... mal à l'aise avec cette fermeture quand même, parce que c'était difficile de parler de censure quand vous la pratiquez, quoi. Donc là, c'est une censure, c'est clairement une censure, quoi, qui est au mépris, en plus, semble-t-il, peut-être du droit. Donc on verra, je crois qu'il y a eu pas mal de recours qui avaient été intentés, voilà, mais... Les fonds qui ont été gelés aussi. Il y a des fonds qui ont été gelés, il y a surtout un paquet de journalistes qui ont été mis sur le carreau, voilà, des gens qui, à ma connaissance, étaient, pour certains que je connaissais en plus... Qui avaient la carte de presse. Qui avaient la carte de presse, qui étaient des gens que je connaissais, qui avaient travaillé dans d'autres chaînes d'infos, voilà, qui n'étaient pas d'affreux... ils se baladaient pas avec un masque de Poutine sur la gueule, et puis voilà, donc non, je trouve ça dingue, parce que c'était une voix différente, RT, c'était une voix différente, mais... Bon, écoutez, après, moi, je m'occupe déjà... j'ai pas mal à gérer avec mes petits incorrectibles, et puis avec TV Liberté, TVL, d'ailleurs, qui a... maintenant changer de nom, et Bistro Liberté, voilà. Et Bistro Liberté, c'est au contraire, je pense là aussi, ce qui fait je pense le succès de cette émission. C'est justement d'avoir... alors ouais, c'est vrai que j'ai la chance, on m'a proposé de reprendre cette émission phare, qui était pour moi tout ce dont je rêvais, donc, et qui m'ont permis en plus de choisir mes chroniqueurs, donc que ce soit Greg Tabibian, vous l'avez dit, Alexis Poulain, Didier Maisto, Myriam Palomba, Clémence Soudiakova, on a vraiment, je suis très 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 heureux de ce qu'on a fait, et puis je pense, c'est une émission comme celle-là qui devrait être à la télévision aujourd'hui. Moi je l'adorais, vous n'avez pas connu, mais moi j'ai connu une émission qui s'appelait Droit de réponse avec Michel Pollack, qui avait fait... vraiment, qui avait marqué l'histoire de la télévision française. Voilà. Bon, après, il y a eu plusieurs décennies après, il y a eu Frédéric Tadei avec Ce soir ou jamais, qui était
pas pour moi une des meilleures émissions du pas, mais voilà, toutes ces émissions, voilà, où sont-elles, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que ça ne semble pas manquer, quoi. Aujourd'hui, vous avez des Léa Salamé, avec De Chavannes qui était pour moi aussi qui était quelqu'un que je vénérais quand j'étais petit, quoi, avec Ciel Montmardi, voilà, qui est aujourd'hui une sorte de passeur de plat de la doxa. Bon, le pauvre, j'ai presque de la peine pour lui, quoi, quand je vois ce qu'il a été et qu'il est là. Et je pense qu'il joue un rôle parce je pense qu'il est tellement en manque d'antenne, en volonté peut-être qu'on lui redonne une émission à l'arrivée. Il est prêt à tout, quoi. Et en plus, je suis même pas sûr que ça arrivera. Et puis en plus, ce qui est dingue, c'est que il n'a pas compris qu'il y a une vie après la télé, quoi. Je veux dire, moi, à mon niveau très modeste, voilà, j'ai fait un petit peu de télé, j'ai goûté. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui disent que c'est une forme d'adrénaline, de shoot, quoi. Quand on prend l'antenne en télé, c'est vrai qu'il y a la gueule. Moi, au contraire, ce qui est incroyable, c'est que j'ai jamais été, vous voyez, pour la petite anecdote, j'ai pas été reconnu une seule fois. Pas une seule fois, mais pas une seule fois. Bon, à part par ma famille, mais ils me connaissaient un peu. Mais j'ai pas été reconnu une seule fois quand je présentais le JT sur CNews. Et en revanche, depuis que je fais les Incorrectibles au Bistrot Liberté, ben là, voilà, j'étais aux États-Unis. J'ai vu d'autres Français aux États-Unis qui regardent Bistrot Liberté. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit, en Bretagne, qu'il était un fervent suiveur des Incorrectibles. Et puis je lui ai parlé, il habite Rio en Brésil et il le regarde depuis. Donc c'est génial, quoi, avec cette petite machine là, voilà, et puis c'est mis en ligne sur ces plateformes, on touche tout le monde. J'aimerais évoquer avec vous aussi un invité que vous avez reçu dans Les Incorrectibles, le cas Adrien Bauquet. Expliquez-nous. Adrien Bauquet, ouais. Adrien Bauquet. Ça fait la grimace. Ouais, non, mais Adrien Bauquet, non, bah d'abord, c'est très gentil. Non, Adrien Bauquet, bah déjà, d'abord, je n'ai pas à me justifier. Moi, j'assume. Je vous dis, là, tout à l'heure, on a parlé de Sergueï Girnov, que je ne m'inviterai plus jamais, mais qui, je ne sais pas s'il a été agent du KGB ou pas. Alors là, ce qui est marrant, c'est que, voilà, quand vous parlez d'Adrien Bauquet. Je vous ai parlé de Girnov aussi. Ouais, alors autant pour vous. Voilà, vous me parlez d'Adrien Bauquet, mais ce qui est marrant, c'est que je suis sûr qu'il y a plein de gens, parce qu'on en a beaucoup parlé d'Adrien Bauquet. Ouais. Mais les gens n'ont pas parlé de Sergueï Girnov, vous voyez. C'est de me dire, c'est marrant, quand j'ai reçu un mec qui a dégueulé et qui a lynché Poutine dans mon émission, et qui est officiellement un ancien agent du KGB, je finis par croire, je pense qu'il l'a vu très très loin sur un parking 20 secondes dans sa vie. Bon, là, les gens me parlent pas trop de ça. Voilà, ça va. En revanche, Adrien Bauquet, on m'en parle beaucoup. Ouais. J'ai reçu Adrien Bauquet. Ah, on vous en parle beaucoup. Ouais. Et puis on m'en a beaucoup parlé. Non, maintenant, on m'en parle moins. Mais non, Adrien Bauquet, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un type qui sortait un livre à l'époque. Un livre et qui avait en plus... Écoutez, moi, j'ai tendance à accorder le bénéfice du doute à quelqu'un qui me dit... Alors, dans les deux sens. C'est-à-dire que je considère que j'ai le droit d'avoir un doute sur ce que vous me dites. Mais de la même façon aussi, je peux vous accorder quand même, c'est comme une sorte de présomption d'innocence. Aujourd'hui, en gros, votre question subliminale, c'est que vous me dites que j'ai reçu un mythomane, c'est ça que vous voulez me dire? Ou que, en tout cas, vous me dites que j'ai reçu quelqu'un qui dit des choses fausses, non? Non, je vous demande juste, vous, comment ça s'est passé et comment vous voyez maintenant parce qu'il vit, je crois qu'il est entre la Russie et le Donbass, me semble-t-il. Oui, tout ça est aussi beaucoup... Il fait reporter de guerre, il s'est intronisé reporter de guerre et il est parti un peu en croisade contre... Écoutez, j'ai pas suivi. Non, mais franchement, c'est pas pour me défiler du tout. J'ai pas suivi aujourd'hui son activité récente. Je sais juste qu'après que je l'ai reçu, beaucoup de gens ont voulu me chercher. Et il a été dénoncé par tous les fact-checkers. Voilà, c'est ça. Ouais, mais excusez-moi, les fact-checkers sont tellement, à mes yeux, discrédités que je n'accorde pas beaucoup de crédit au fact-checking des fact-checkers, vous voyez, parce qu'ils ont tellement dit de conneries que c'est peut-être eux qu'il faudrait fact-checker en premier. Et Idriss Aberkan l'a magnifiquement fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on en paye le prix avec l'Express. Je vous encourage à revoir une vidéo où Idriss Aberkan se paye les fact-checkers et répond à une interview de l'Express.
Toujours l'Express, d'ailleurs. Toujours l'Express, ouais. C'est surprenant, d'ailleurs. Ouais. Et non, mais je sais pas, il doit être bien introduit à l'Express, je sais pas, mais en tout cas... Ouais, mais en revanche, ce qui est pas normal, c'est que l'Express, derrière, se sent investi d'une mission de vendetta à l'égard d'Idrissa Berkane, à l'égard de Berkoff, à l'égard de moi, bon, d'une manière un peu plus légère. Mais bon, donc, non, Adrien Bocquet, voilà, je l'ai reçu à un moment donné. Je ne regrette pas du tout de l'avoir reçu. La vidéo est toujours en ligne, donc, vous voyez, je ne censure pas non plus. Tout comme celle de Sergei Girnov, voilà. Moi, vous savez quoi ? Je pars du principe que faites-vous votre opinion. C'est-à-dire que, en effet, allez chercher, parce qu'après tout, finalement, on est aussi des spectateurs actifs, quoi. Je veux dire, rien ne vous empêche, après que vous ayez vu une émission... Encore une fois, c'est peut-être dans mon ADN, c'est de me dire, voilà, moi, vous me dites demain de quelqu'un qu'il est sulfureux, qu'il faut surtout pas lui parler. Au contraire, moi, ça me donne envie d'aller le voir et ça me donne envie de lui parler et ça me donne envie, pas forcément d'avoir une opinion divergente de la vôtre, mais je veux me rendre compte par moi-même de ce que vous me dites. Donc, et vous laissez aussi les spectateurs se rendre compte. Donc voilà, la réponse que je voulais vous apporter. Je vous dis, c'est pas du tout une réponse pour me défiler. Je veux pas porter de jugement sur Adrien Bocquet. Vous, faites-vous votre propre jugement. Regardez l'émission qui est en ligne. Allez, après ça, sur Twitter, vous tapez Adrien Bocquet, vous verrez tout ce qui va sortir. Et faites-vous votre propre opinion. Moi, le Adrien Bocquet que j'ai interviewé, au moment où je l'ai interviewé, m'avait touché d'abord. D'abord, c'est un type qui a eu, ça on peut pas le contester, plusieurs opérations. Plusieurs opérations, d'énormes problèmes de santé. Ça, c'est incontestable. Qui a reçu... Et il est passé dans plusieurs médias. Ouais, qui a été menacé, qui m'a montré, alors, ses preuves à lui. Mais bon, après tout, finalement, pourquoi les preuves d'Adrien Bocquet ne vaudraient pas autant les preuves de fact-checker dont vous parlez, quoi. Je veux dire, moi, il m'a montré des menaces qu'il avait reçues, voilà, des balles qu'il avait reçues. Bon, après, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, il sortait un livre que je trouvais intéressant à l'époque, que je trouve toujours intéressant, que j'encourage les gens à lire. Voilà, c'était dans un cadre un peu plus général que celui de la guerre en Ukraine. J'ai pas parlé que de la guerre en Ukraine avec Adrien Bocquet, j'ai parlé de son parcours personnel aussi. J'aimerais vous parler aussi de la censure et de l'ARCOM. Ouais. À Sud Radio et donc dans Les Incorrectibles et Bistro Liberté, ouais. Vous avez déjà subi la censure ? Non, parce que nous, je crois qu'on supprimé vos vidéos ? Alors, à Sud Radio, je peux d'autant plus en parler que récemment, j'ai fait un tweet, je reconnais un petit peu lapidaire, à l'égard de mon ancienne maison, voilà, où vous avez André Berkoff qui participe à une émission sur C8 face à Olivier Véran pour faire le bilan de cette politique sanitaire et qui prend à partie Olivier Véran qui lui répond voilà, vous êtes un complotiste, je l'ai lu sur Wikipédia. Bon, voilà, j'ai de la peine, quoi. Olivier Véran, excuse-moi, mais excusez-moi, vous avez, voilà, c'est ça votre argumentaire, votre argumentation. Vous avez Berkoff qui vous dit que voilà, qui vous attaque sur des points bien précis. En plus, c'était vraiment pas aussi caricatural qu'on a voulu le dire. Berkoff, évidemment, avec la faconde qu'on reconnaît André Berkoff, qui parle avec beaucoup voilà, d'emphase, voilà. Bon, mais voilà, il avait vraiment apostrophé Olivier Véran sur des points bien précis. Et voilà, et le premier truc que lui sort Olivier Véran, une sorte d'échappatoire à 2 balles, c'est de dire ah mais Monsieur Berkoff, je vous ai suivi votre parcours, voilà, vous avez bien commencé, entre guillemets, vous avez mal fini aujourd'hui. Voilà, vous êtes un complotiste. C'est écrit sur Wikipédia. Et puis vous avez fait un tweet il y a 2 ans. Vous avez parlé de solution finale. Oui, c'est ça. Voilà, moi je veux dire. Voilà, à la suite de ça, non mais pourquoi je vous dis ça ? À la suite de ça, nous sommes un mardi, l'émission se termine à 2h du matin. Là, pour le coup, je m'étais astreint à regarder la fin parce que, voilà, je me souviens, voilà, j'avais tellement été sidéré, quoi. Et le surlendemain, un hasard, évidemment, l'ARCOM envoie une mise en garde à Sud Radio pour des propos tenus dans l'émission d'André Berkoff, dans une émission tenue 6 mois plus tôt, qui parlait de guerre en Ukraine. Donc, on se dit juste, tiens, c'est marrant d'ailleurs, ils ont mis près de 9 mois avant de se rendre compte qu'il y avait une émission où il y avait peut-être eu... Alors, l'argumentaire, c'était que justement, il n'avait pas été mis en face de l'invité que recevait André Berkoff, qui devait être... Je me demande si c'était pas Jacques Beau. Un contradicteur. Enfin, de mémoire. Un contradicteur.
Et moi, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous mettez des contradicteurs devant tous les gens qui s'expriment du matin au soir pour l'Ukraine, voilà. Et donc, André Berkoff, à la suite de ça, moi, j'ai dit ce qui est incroyable, j'avais envoyé un petit message sur Twitter en disant ce qui est incroyable, c'est que même Sud Radio, derrière, ne s'est pas... c'est pas fondu d'un petit message de soutien à André Berkoff, quoi. Ça m'avait vraiment... ça m'avait indigné, quoi. Et, donc, vous avez jamais été censuré? Non, moi, l'Arcom, écoutez, jusqu'à preuve du contraire... Salut l'Arcom, ils n'ont pas dû m'identifier. Ouais, d'autant plus que vous avez raison, parce qu'il y a une sorte de... Dans les incorrectibles chez Sud Radio, vous êtes jamais... Non, mais ils en avaient très peur. Ils en avaient très peur. C'est bien pour ça d'ailleurs que lorsque la nouvelle direction est arrivée, j'avais un blanc-seing total dans le choix de mes invités avec Didier Maisto, qui était le président et qui restera à vie le président emblématique de Sud Radio. Et j'avais un blanc-seing dans le choix de mes invités. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs que je vais vous dire, toutes les émissions un peu phares que j'ai faites à Sud Radio de débat, si aujourd'hui j'avais dû les faire avec la direction actuelle, mais je les aurais jamais faites. Mon débat entre Étienne Chouard et Raphaël Enthoven, il n'aurait jamais eu lieu. Mon débat entre Jean Messia et Gounchi Béanzin, il n'aurait jamais eu lieu. Moi, j'en ai pléthore d'exemples comme ça. J'aurais jamais reçu... j'en ai plein. Mon débat entre Louis Fouché au crime et Sébastien et Martin Blachier, il n'aurait jamais eu lieu. Non, il flippait. Et Gérard Forêt? Et Gérard Forêt. Ah, Gérard Forêt. Bah si, Gérard Forêt, vous avez raison, c'est le seul avec lequel il y a eu... C'est-à-dire? Il y a eu... Ouais, c'était compliqué avec Gérard Forêt. Mais qui a toute mon amitié, parce que c'est un type très sympa, Gérard Forêt, sauf que ça a été compliqué. Nous avons aussi reçu. Gérard Forêt, on est sûr de faire péter le million de vues ou les 2 millions de vues. Donc, c'est notre assurance tout risque au niveau audience. Mais Gérard Forêt, c'est un personnage, parce que c'est un personnage, quoi, je peux pas dire. Vous avez reçu dans les Incorrectibles. Les Incorrectibles à Sud Radio. Sur un bateau à Cannes, dans la baie de Cannes. À baie de Cannes, pendant le festival de Cannes l'année dernière. C'était lunaire, et qui se vantait d'ailleurs. Il m'a dit, c'est à cause de moi que tu t'es fait virer de Sud Radio. Je lui ai dit, écoute, Gérard, je t'adore, t'es très très influent, très important, mais je pense que tu surestimes un petit peu ton influence. J'avais réussi à les énerver tout seul. Voilà, et puis donc voilà, je vous dis... Non, pour rebondir, parce que c'était important ce que vous disiez sur l'Arcom. L'Arcom, c'est intéressant, c'est l'ancien CSA, qui est donc le gendarme de l'audiovisuel pour les gens qui nous regardent, et qui n'avait pas, jusqu'à il y a encore quelques temps, Internet sous sa coupe. Et c'est pour ça d'ailleurs que le CSA a changé de nom. Le CSA est devenu Arcom pour justement prendre sous sa coupe les médias, potentiellement Internet, quoi. Donc je ne suis peut-être pas potentiellement à l'abri d'une censure de l'Arcom qui me tomberait sur le coin de la figure d'un jour à l'autre. Mais pour l'instant... Livre Noir non plus. Et Livre Noir non plus, je vous annonce, c'est de bonnes nouvelles. Donc, alors, soit je passe sous les radars de l'Arcom, ce qui m'étonnerait aussi, puisqu'en plus, il se trouve que maintenant, je reçois des invités et que je suis identifié par quelques médias, que ce soit TPMP, Morandini ou... quelle époque, il se trouve que beaucoup de mes émissions ont des extraits qui sont repris par ces émissions de télé. D'ailleurs, parfois... sans m'en demander l'autorisation. Petit message. Ce qui peut-être, un petit message, coucou France 2, on aura l'occasion d'en reparler. Donc si vous voulez, à un moment donné, quand vous vous êtes fait piquer des trucs, c'est assez amusant, quoi, de se dire que c'est les médias mainstream qu'on arrive à repiquer des extraits d'émissions de médias alternatifs. Donc ce qui est amusant, c'est potentiellement limite ce petit mépris ou ce regard hautain. Et je sais pas, Daniel Guichard, pour parler du plus récent, Daniel Guichard dans Les Incorrectibles, on va dire, qui est le dernier truc qui a fait beaucoup de buzz. Je lui avais posé une question complètement innocente. Je lui avais dit, est-ce que vous croyez toujours vivre ensemble en France? Et il m'a juste répondu, je sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Bon, et ça a fait la tournée de toutes les émissions de télé. Toutes les émissions de télé classiques. Donc, ce qui est assez amusant, c'est quand je suis repris par pas mal de médias classiques, ou par pas mal de sites internet, de magazines, quoi. Quand il y a des people qui s'expriment, voilà. Donc aujourd'hui, l'Arcom, c'est marrant. L'Arcom ne m'a toujours pas. Mais vous savez quoi, je n'attends que ça, parce que si jamais l'Arcom. C'est une nouvelle consécration. C'est une nouvelle consécration, ouais. Est-ce que vous faites attention au choix d'invités aussi? Vous interdisez des invités? Alors là, je sais qu'au moment où je vais parler, je vais avoir en commentaire, bien sûr, qu'il s'interdit des invités. Il n'a pas reçu Soral et il n'a pas reçu Dieudonné. Alors, je vais vous dire,
ce serait hypocrite de dire le contraire. Bien sûr, je m'interdis des invités. Alors, pour 2 raisons. Je m'interdis des invités encore parce que je suis un petit média qui s'est lancé il y a peu de temps. Donc déjà, il y a plein de gens, je le dis vraiment là, je regarde les caméras d'un coup, je m'interdis des invités qui sont pas très connus. Parce que, enfin, je m'interdis en tout cas, j'essaye d'avoir un triptyque pour inviter quelqu'un. C'est-à-dire d'abord, d'avoir un peu de notoriété, d'être dans l'actualité et d'être incorrectible. Donc, d'être dans l'actualité, d'avoir un peu de notoriété et de parler de manière politiquement incorrecte. Pourquoi un peu de notoriété? Parce que je suis un média relativement récent, donc je peux pas faire... J'espère que dans quelques années, comme Thinkerview, qui est un peu notre modèle à tous en termes de réalisation, de production, parce que voilà, c'est la première chaîne qui a été cette chaîne qui a permis des longs entretiens avec des invités. Donc je souhaite d'abord recevoir des gens qui ont un peu de notoriété, parce que le jour où j'aurai le nombre d'abonnés Thinkerview, je pourrais me permettre de faire émerger des gens. Et ça, c'est vrai que c'est une grande frustration pour moi, parce que j'ai en liste d'attente un nombre de gens incroyable, mais incroyable, que je pourrais faire émerger. Mais malheureusement, on n'attrape pas, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Je dois un petit peu avoir ce paramètre notoriété. Ça, c'est le premier paramètre. Je n'oublie pas pour répondre à Soral et Dieudonné. Le deuxième paramètre, c'est évidemment avoir une actualité et être politiquement incorrect. Mais il y a aussi un autre paramètre, c'est que je dois aussi gérer la censure YouTube, qui est quand même mon point d'entrée de ma chaîne. Même si j'ai eu Tréon qui arrive derrière en pare-feu et qui, j'espère, dans quelques mois, va devenir le média premium. Enfin, j'espère, mais en tout cas, pour l'instant, je garde le point d'entrée, c'est YouTube, pour basculer sur Utréon, pour d'une part me permettre d'avoir, je vous dis, de pérenniser la santé financière de ma chaîne et donc de pouvoir produire, puisque beaucoup de gens se plaignent aussi que je demande à des gens de souscrire un petit abonnement. C'est pas pour le plaisir de... Ça se saurait si j'étais devenu un milliardaire avec cette chaîne. Hein. C'est uniquement parce que, malgré tout, ces émissions que vous faites, je vois les cadreurs autour de vous, enfin, on a besoin d'argent, quoi. Je veux dire, ça se fait pas, ça tombe pas du ciel. Et ce que je dis aux gens, quand vous allez à votre kiosque, vous piquez pas le journal, quoi. Donc, voir une émission en replay de C8 ou d'RTL ou de Sud Radio sur YouTube en gratos, c'est normal parce que elle a déjà été financée, l'émission, ailleurs. Mais nous, on est digital native, quoi. On est vraiment en exclusivité sur YouTube, sur ces médias dits Internet alternatifs. Donc, je veux dire, l'économie, on doit bien la trouver. Donc, moi, ce qui est génial, c'est que depuis quelque temps, je me suis émancipé. J'étais parrainé longtemps par Getter, un site concurrent de Twitter, et puis qui est parti, pour des raisons sans doute liées justement au fait que Elon Musk a racheté Twitter et qu'ils ont revu leur politique de parrainage. Et donc, je me suis retrouvé le bec dans l'eau, quoi. Et j'avais plus rien. Donc, je me suis dit, je suis obligé d'avoir système d'abonnement. Donc ça, c'est pour répondre à la première question sur le fait que j'ai des contraintes, donc par rapport au fait que je dois avoir des abonnements, mais je dois surtout encore rester sur YouTube. Donc, pour rester sur YouTube, le problème, voilà, c'est qu'avec Alain Soral ou avec Dieudonné, ce serait compliqué. Ce serait compliqué, je le sais, là, si l'un ou l'autre doit m'écouter, malheureusement, je sais que, voilà, que ce soit Alain Soral ou Dieudonné, l'algorithme de YouTube, il y a des gens qui ont des systèmes d'information qui font que, voilà, ils vont tout de suite être signalés en masse. Ma chaîne va être exposée. Donc, je veux pas faire porter. Donc là, oui, en effet, je reconnais. Peut-être, d'aucuns diront que peut-être je manque de courage. C'est pas du courage lié non, moi, potentiellement, Dieudonné, encore, enfin, quoique récemment, là, on s'est un peu perdu sur Dieudonné, hein, on sait plus trop où il est, mais... Il aurait fait ses excuses, apparemment. Ouais, enfin, je suis assez perplexe, quoi, sur ses excuses, mais bon, enfin, je suis assez perplexe sur tout, d'ailleurs, sur Francis Lalanne aussi, avec Dieudonné, bon, bref, Francis Lalanne, d'ailleurs, que j'avais interviewé, que je connais un tout petit peu, et qui est un type adorable au demeurant, mais je veux dire, sur ce qui s'est passé là avec Dieudonné, c'est poser la question de l'invité. Non, Dieudonné, je vais vous dire clairement, Dieudonné, je l'inviterais bien avec Elie Semoun. Vous voyez, c'est pas pour ne pas dire que je veux pas inviter Dieudonné, ou je me sens pas capable d'inviter Dieudonné, c'est juste que à un moment donné, il faut aussi avoir une actualité aussi. Ouais. Et puis un sens, voilà. Inviter, bon, là, Dieudonné et Lalanne, ils se sont parlé, bon, l'un et l'autre ont fait des interventions chez Hanouna, bon, c'était plus pour Lalanne, là. Dieudonné s'exprimait seul sur sa chaîne aussi, donc voilà, a priori, il n'a pas besoin de moi pour s'exprimer non plus, quoi, voilà.
Et puis Alain Soral, bon, le problème, c'est qu'il est en Suisse. C'est aussi très compliqué, Alain Soral, parce qu'Alain Soral, voilà, c'est quelqu'un, au demeurant, que beaucoup de gens, et là, je vais pas balancer, mais que beaucoup de gens écoutent et regardent, et le diront jamais. Mais moi, je connais des gens dont Alain Soral, le premier, serait très surpris de savoir qu'il l'écoute, quoi. Et donc, Alain Soral, c'est compliqué. Il a été condamné en France. Il est en plus, moi, je reçois que des gens en présentiel. Donc, voilà. Mais c'est vrai que non, même indépendamment de ça, pour l'instant, ce serait compliqué, Alain Soral. Alain Soral et Dieudonné, c'est les deux seuls pour lesquels il y a quand même un problème de mise en risque de ma chaîne YouTube. Donc oui, j'avoue que je l'assume pleinement. Ces deux personnalités-là, je ne les recevrai pas pour le moment parce que ce serait mettre en danger ma chaîne YouTube et qui n'est que ma seule porte d'entrée aux incorrectibles, quoi. Le mot de la fin, Éric Morillo. Le mot de la fin, le mot de la fin, c'est, oui, j'ai pas vu le temps passer. Le mot de la fin, c'était merci pour ce que vous faites parce qu'indirectement, vous êtes lancé sur YouTube avant moi et je suivais beaucoup ce que vous faisiez. Non, Livre Noir, non, ça a été, je pense, vous avez ouvert un canal de liberté d'expression qui était pas encore ouvert sur Internet. C'est-à-dire que Thinkerview, finalement, est très politiquement correct dans son ton, même s'ils reçoivent des invités qu'on reçoit. Mais vous avez apporté une petite brique supplémentaire. Moi, je me suis engouffré aussi dans celle-là, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'on a un ton différent. Voilà, les gens chez vous ne voient pas l'intervieweur. Moi, j'ai choisi le parti pris de me montrer. Bon, peut-être que j'ai pris un risque d'ailleurs en faisant ça. Donc, non, le mot de la fin, écoutez, après un peu plus d'1 an de basculement sur Internet, écoutez, c'était pas gagné, honnêtement. Et je vous cache pas qu'il y a, quand j'avais été débarqué de Sud Radio, je m'étais dit, je vais changer de métier. Moi, j'ai une foi en l'avenir et je suis toujours, quasiment ou presque, toujours retombé sur mes pattes. Et au contraire, je pense que maintenant, avec le recul, je remercierai donc aucune haine, aucun regret. Au contraire, je ne reviendrai pour rien au monde, ni à CNews dans le rôle dans lequel j'étais, ni à Sud Radio dans le rôle dans lequel j'étais. Je suis ravi d'être passé sur Internet. Je vous dis, j'ai plein de projets avec Utréon notamment, avec qui je vais donc me développer de plus en plus. Je me lance dans le cinéma, dans la distribution de ce film de Laurent Firol, de Le Monde d'après, qui cartonne. Donc vous êtes devenu résistant, libertarien. Et puis j'ai Bistro Liberté, qui est l'émission que je rêvais d'animer, quoi. Donc on me l'a pas donné en télé. C'est TVL qui me l'a donné, qui m'a permis en tout cas d'en tenir les rênes, en tout cas pour cette année. Et je suis ravi, une émission de débat où je suis totalement libre d'inviter, là aussi, à peu près qui je veux, d'organiser l'émission comme je l'entends, avec les chroniqueurs avec qui je m'entends ou pas, mais en tout cas, je vais essayer la plupart du temps d'avoir des gens avec qui je m'entends. Donc, je suis plutôt très content, quoi. Donc, et c'est ce qui fait peut-être que j'ai le plaisir d'être invité par votre média, et je vous en suis très reconnaissant, donc merci. Merci beaucoup, Éric Morillo. Merci. Merci à nos auditeurs et aux internautes donc, de nous avoir suivis pendant cette émission passionnante. N'oubliez pas de commenter, de partager, d'aimer cette vidéo. Encore un grand merci à vous, Éric Morillo, d'avoir accepté notre invitation. Et très bonne soirée à tous. C'était un plaisir.